Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur l'inclusion et l'équité pour tous, des ressources qui soutiennent des minorités sexuelles et de genre. Je m'appelle Brooke Hoffman et je travaille pour le programme de centre de communication de Johns Hopkins. Et nous avons notre initiative Young and Alive. Avant de passer la parole à ceux qui vont présenter aujourd'hui, je voudrais parler un peu de logistique. Selon votre version de Zoom, votre écran devrait ressembler à celui que vous voyez sur l'écran. Et pour notre webinaire d'aujourd'hui, nous allons utiliser surtout la boîte de discussion et la boîte de questions-réponses, qui sont des options qui apparaissent dans la partie inférieure de votre écran. Vous pouvez poser vos questions, s'il vous plaît, dans la boîte de questions-réponses pour qu'on puisse les voir et non pas dans la boîte de discussion, s'il vous plaît. Suivante. Nous avons aussi de l'interprétation vers le français par Camilla, qui est déjà active. Vous pouvez activer cette fonctionnalité en allant sur l'icône qui dit interprétation en bas de votre écran. Suivante, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi accéder à l'interprétation à travers votre téléphone mobile en allant sur Contrôle des réunions, appuyez sur les trois petits points, puis sur Interprétation. Cette, euh, Ce webinaire va être enregistré et partagé par le World Breakthrough Action Project. Grace, c'est à vous. Merci beaucoup, Brooke. Même si vous allez utiliser anglais, c'est très important que vous cliquiez sur anglais dans l'icône d'interprétation. Je m'appelle Danette Wilkins et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais présenter quelques définitions et termes clés avant de pouvoir passer à notre propos d'ouverture. Donc, vous allez entendre SOGIESC, qui veut dire orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre et caractéristiques sexuelles. Suivante, s'il vous plaît. Et nous avons deux autres termes que nous avons utilisés de façon différente. D'abord, SGM et LGBTQI+. LG SGM, comme vous le savez, en anglais, ça veut dire des minorités sexuelles et de genre, qui sont des personnes appartenant à une orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre et caractéristiques sexuelles qui s'écartent du binaire sexe-genre, qui parle de la sexualité comme homme-femme. Pour LGBTQ, cet acronyme fait référence aux personnes bisexuelles, transgenres, intersexuées. Et ce terme intègre provient des pays à revenus élevés et leur application doit être effectuée en consultation avec d'autres minorités sexuelles et de genre et des personnes qui sont dans ce contexte local. Et maintenant, j'aimerais faire la transition vers nos propos d'ouverture. Merci. Suivante. Aujourd'hui, nous allons souhaiter la bienvenue à Shani Da Silva, qui est la directeure du Bureau de la population pour l'USAID. Suivante, s'il vous plaît. Shani Da Silva, s'il vous plaît, c'est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier, vous tous, d'avoir rejoint ce webinaire d'aujourd'hui. Et merci beaucoup à Breakthrough Action et l'Agence pour tous d'avoir organisé cette discussion aujourd'hui. Cette conversation est celle qui va célébrer le 30e anniversaire de Bureau de population et santé reproductive. Ce bureau était un bureau qui voulait inclure,
qu'il y ait une vraie inclusion, qu'un consensus et que le développement durable ne passe que par la responsabilisation de toutes les personnes et toutes les populations et qui vont prendre en compte, prendre des décisions même dans les thèmes de santé reproductive et santé génétique. Nous avons notre programme de planification familiale et santé reproductive. Et nous avons la direction que le programme va prendre pour USAID. Nous avons notre plan stratégique à horizon 2030 dans ce document. Nous avons notre objectif pour le programme qui est de travailler avec les pays partenaires pour créer un monde dans lequel on a une amélioration pour la planification familiale et la santé reproductive et sexuelle pour un meilleur monde pour tous. Notre travail veut ouvrir l'accès de ce genre de services, promouvoir des comportements sains, renforcer les politiques et les systèmes pour pouvoir traiter plusieurs besoins dans la santé reproductive et santé sexuelle. Pour pouvoir arriver à cet objectif, nous avons différentes opportunités à différents niveaux. Niveau individuel, du système de santé, de la société, avec quelques adjectifs clés. Tout d'abord, de s'assurer que tous les individus aient les informations et les compétences pour pouvoir atteindre tous les objectifs de santé reproductive et santé sexuelle pour pouvoir renforcer ces systèmes, pour pouvoir donner des services et des soins de qualité accessibles et ensuite pouvoir donner des normes sociales et politiques qui vont soutenir les décisions de santé reproductive et sexuelle. Nos efforts sont basés sur les principes du développement inclusif pour comprendre que tous les individus et toutes les communautés de toutes différentes et diverses identités sont importants pour la transformation de leur propre société. Le travail que vous allez entendre aujourd'hui sont basés sur des données probantes avec la recherche basée sur la communauté et aide les bailleurs de fonds et les praticiens à mieux comprendre et créer les meilleurs services de planification familiale et de santé reproductive et sexuelle. Notre agence pour tous veut améliorer la santé des femmes, filles et communautés avec des partenariats locaux dans la communauté et on va mettre des recommandations aujourd'hui pour des programmes soutenus par l'USAID et les activités soutenues par l'USAID pour aussi inclure les personnes transgenres et les différentes identités sexuelles dans cette programmation. C'est aussi pour les minorités sexuelles et de genre et comment on peut accepter ces minorités dans les familles, dans les communautés et que les prestataires puissent donner des meilleurs services et plus d'informations et des services. J'espère que vous allez trouver ces présentations aujourd'hui importantes, que vous allez pouvoir utiliser le travail que vous allez entendre aujourd'hui dans votre propre travail. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Taimi, merci beaucoup de vos paroles qui nous ont inspirés. C'est un appel à l'action pour nous tous. On espère que les ressources que nous allons partager aujourd'hui avec vous vont nous guider dans le monde et dans le travail que vous faites dans le monde. D'abord, nous allons entendre parler de Agency for All et de ressources qu'ils ont développées pour pouvoir soutenir notre travail pour être plus inclusif. J'aimerais présenter Sonal Gianni, qui travaille dans cette équipe de Agency for All et qui est aussi euh, travaille pour Planned Parenthood. Donc, merci beaucoup et Sonal, c'est à vous. Merci beaucoup, Danette. S'il vous plaît, donnez-moi quelques instants pour partager mon écran. Bonjour à tous, je m'appelle Sonal Gianni et je travaille pour u- une agence soutenue par l'USAID.
Nous voulons parler un peu plus sur notre agence, Agency for All. Qu'est-ce qui est l'agence pour tous ou Agency for All? C'est un projet financé par l'USAID et cela se base sur des données probantes pour créer des programmes CSC pour inclure la santé et le bien-être pour les individus et les communautés. Notre objectif, l'objectif du projet, c'est d'améliorer et maintenir la santé et l'action des individus et des communautés. Et on le fait en faisant progresser les résultats en matière de santé et des développements intersectionnels, sectoriels. Et les lignes directrices que je vais mentionner vont être importantes parce que nous allons parler de différents thèmes. La plupart du temps, les personnes non binaires sont ignorées. Maintenant, nous avons plusieurs technologies, mais on ne sait pas comment leur donner ces ressources pour améliorer leur santé et ils n'ont pas accès à ce genre d'informations. On parle des personnes transgenres, transsexuées et dans des études, se sont focalisées sur leurs besoins spécifiques. Et ce sont aussi des recherches très importantes sur ce genre de santé. Nous avons aussi ces recherches qui sont extrêmement importantes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé ces guides d'orientation. En tant que projet, nous avons créé deux documents liés, mais distincts, qui ont été créés par l'Université de San Diego et la Fédération internationale de planification familiale et le projet que nous avons. Ceci inclut différentes lignes directrices. Il y en a un qui se focalise sur les aspects cliniques et l'autre sur la recherche. C'est pour l'USAID, c'est partenaire de mise en œuvre de l'USAID. C'est un produit important et universel. Le but étant d'examiner ce qui a fonctionné et fournir des lignes directrices à intégrer dans les programmes existants ou des nouveaux programmes afin d'améliorer l'inclusivité. Nous avons des recommandations et on veut donner ces différentes stratégies qui pourraient être utilisées dans des contextes différents. Les principes ont démontré qu'ils peuvent être utilisés dans des différents contextes. Comment marche cette ligne directrice d'inclusion? D'abord, nous avons revu tous les documents littéraires que nous avons. Nous avons aussi des entretiens à des informants clés, entre autres. Nous allons parler d'abord de notre brief sur le côté technique. Ce sera une vision, un panorama de ce projet, de ce document. Tout d'abord, le premier domaine sur la planification familiale et les services de santé reproductive et sexuelle. Nous avons parlé des services. Et ici, c'est très important de savoir qu'il faut offrir des services de planification familiale volontaires aux personnes transgenres et de diverses identités de genre. Il faut aussi qu'il y ait des services inclusifs pour pouvoir comprendre la contraception, surtout pour les personnes qui prennent des hormones. C'est important aussi d'offrir l'information sur la fertilité et la grossesse et avoir des discussions et que ces discussions doivent être inclusives et pour qu'elles soient respectueuses. Il faut aussi parler de la violence basée sur les genres. Cela inclut l'harcèlement, la violence physique et aussi la violence vers les autres membres de la famille pour donner de la compassion et du soutien respectueux et de compassion.
Le deuxième domaine, c'est les infrastructures. Il faut s'assurer que les personnes qui viennent dans ces centres se sentent en toute sécurité. Il faut aussi protéger les prestataires de soins de santé. Il faudrait qu'on puisse utiliser des différents affiches, par exemple, pour qu'ils se sentent bienvenus, donc avec une affiche de signalisation et des images accueillantes et inclusives. Il faut aussi créer non seulement des affiches qui soient inclusives, mais aussi le langage inclusif. Il faut aussi créer des espaces inclusifs. Et c'est de cette façon que nous allons pouvoir permettre à tous de se sentir confortables. Il faut adapter tous les pronoms et aussi demander, par exemple, quelle est l'identité de naissance et quelle est l'identité actuelle. Pour le troisième domaine, là, on parle des interactions avec les clients. Il faut qu'ils puissent souvent, ils ont des ressources limitées et il faut donc qu'on puisse changer cela. Il faut renforcer les capacités des prestataires et du personnel de santé. Il faut utiliser les noms et les pronoms corrects avec les clients. C'est très important. Vous n'allez pas croire, mais ça change beaucoup d'utiliser le nom et les pronoms corrects avec les clients. Il faut d'abord les présenter avec leur nom et prénom et ensuite leur demander quels sont le nom et les pronoms de préférence. Il faut aussi adopter un modèle de soins basé sur le volontariat et le choix éclairé. Il faut qu'ils puissent prendre des décisions, qu'ils aient l'information, mais qu'on puisse respecter leur choix. Il faut aussi fournir des soins tenant compte des traumatismes soufferts. Il faut qu'ils soient informés sur les traumatismes et cela va améliorer les soins pour les personnes transgenres. Respecter le client en utilisant le langage approprié et inclusif. Il ne faut pas assumer quel est leur genre et il faut s'assurer qu'on est respectueux et qu'on a des interactions respectueuses. Nous avons eu aussi des activités de recherche et il y a aussi trois domaines. Le premier domaine, c'est celui de la conception de la recherche. Nous allons commencer avec cette recherche. Il faut d'abord travailler avec la communauté et avec les organisations transgenres et la jeunesse transgenre. Il faut qu'ils puissent identifier les recherches intéressantes à effectuer et il faut les inclure dans les conceptions de la recherche. Il faut aussi l'approbation de la communauté pour savoir qu'il bénéficie cette communauté. La plupart des recherches traditionnelles, on exclut ces individus. Il faut qu'on utilise le langage inclusif, important de pouvoir poser les bonnes questions et aussi demander quel est le genre qui a été celui de naissance et quel est le genre de la personne en question. Il faut inclure les bonnes pratiques et s'assurer aussi qu'on est en train de refléter des expériences diverses. Il ne faudrait pas qu'il y ait des catégories, mais que les personnes puissent s'identifier de façon libre. Impliquer les individus transgenres, c'est de s'assurer que les expériences soient représentées de façon adéquate. Dans le domaine numéro 2, c'est la collecte des données. Il faut créer un environnement confortable pour que ces personnes puissent partager leur expérience. Il nous faut des personnes qui vont collecter ces données qui appartiennent à ces communautés, qu'ils puissent comprendre, les inclure et inclure dans ces pratiques et cette représentation pour s'assurer qu'on est en train de représenter à toute la communauté. Il faut créer des relations étroites avec la communauté.
et différentes stratégies diverses pour s'assurer qu'on est en train d'inclure toutes les personnes. Et c'est pour protéger la privacité, la confidentialité et la sûreté de ces personnes et des participants. Il faut que les participants puissent aussi exprimer leurs besoins, leurs préoccupations. Il faut qu'on puisse prendre des décisions, mais il faut qu'on utilise des genres de langage inclusif et qu'on puisse avoir une compensation adéquate pour leur participation. Finalement, pour le domaine numéro 3, c'est l'analyse des données, l'interprétation et la divulgation. Il ne faut pas exclure ces communautés. Parfois, les données sont prises dans un petit échantillon et cela exclut cette communauté. Il faut qu'on puisse les inclure. Encore une fois, il faut utiliser un langage respectueux et inclusif dans les rapports. Et il faut aussi considérer la communauté pour s'assurer que le langage utilisé est celui qui est approprié pour cette communauté. Il faut aussi impliquer la communauté pour s'assurer que les résultats sont communiqués. On peut les impliquer ou collaborer, faire des recherches conjointes et s'assurer que cette approche ne diminue pas le risque de ces communautés. Et je vous encourage à lire nos briefs techniques pour pouvoir lire les recommandations additionnelles. Les liens pour ces briefs sont partagés dans la boîte de discussion. Merci beaucoup à tous de votre attention. Merci beaucoup, Sonal. Merci beaucoup. Je suis de retour pour présenter le travail de Breakthrough Action. Je vais présenter sur avancer l'inclusion des minorités sexuelles et de genre dans la planification familiale et les programmes de santé reproductive et sexuelle. Vous allez voir les noms des organisations dans les écrans et je veux remercier toutes les personnes qui sont impliquées pour pouvoir effectuer ce genre de programme. Pour ceux qui ne connaissent pas Breakthrough Action, c'est un accord coopératif de 8 ans fondé par l'USAID pour créer des programmes de changement de comportement et social dans le monde. On soutient d'autres organisations en collaboration avec Save the Children, Think Place, IDEAS 42, Camber Collective, entre autres. Pour notre thème spécifique, nous devons inclure et comprendre quel est l'état d'inclusion des différents programmes. Ce que nous avons appris dès le début, c'est que ce programme dans des pays à haut revenu ou des pays à revenu moyen ou faible, cela priorise différentes expériences vécues par les personnes. Et donc, ils ont une limite quant aux expériences vécues par ces minorités, à l'exception des VIH-Sida. Il a la même priorisation qu'il faut trouver dans la planification familiale et ses programmes. Ces programmes sont sous-développés et il faut pouvoir prendre les différences de santé entre différents pays et qu'on puisse savoir pourquoi ces minorités et ces jeunes ont des problèmes de santé qui sont similaires et différents de euh, de leurs autres membres de la communauté. Nous avons créé un processus de participation avec une révision, voir et comprendre quels étaient les différents documents accessibles, les enquêtes, les sondages, qu'est-ce qui pouvait être fait. Nous avons fait un sondage en anglais et en français pour pouvoir avoir les résultats de sondage des personnes de partout dans le monde, pour savoir quel était leur problème et mieux comprendre le contexte. Nous avons aussi créé une session conjointe avec des femmes, avec Agency for All. Dans cette session, nous avons pu valider nos résultats préliminaires et de pouvoir identifier des lacunes. Nous avons aussi un partenariat avec Young and Alive
nous avons pu développer différentes actions sur ce qui pouvait être fait pour pouvoir avoir un programme beaucoup plus équitable. Et vous allez voir ces différents aperçus et ces actions dans ce brief technique, celui que je vais présenter tout de suite. Et c'est avec le partenariat de l'initiative Young and Alive. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons ce document qui est pour une audience de personnes qui travaillent dans la planification familiale, le développement positif des jeunes et qui travaillent aussi pour améliorer l'accès de la planification familiale et la santé reproductive et génésique dans des pays à bas revenus, à faible revenu. Le but étant de pouvoir fournir des actions prioritaires pour le programme. Il est disponible en anglais et nous sommes en train de finaliser la traduction vers le français. Et donc, restez s'il vous plaît connectés pour en avoir plus d'informations. Maintenant, j'aimerais partager avec vous plus de nos aperçus et ensuite nos actions. Je veux que vous compreniez nos aperçus tout d'abord. C'est très important de savoir que la violence, entre autres, impacte l'accès aux services. Donc, c'est la stigmatisation, les préjugés, la discrimination et la violence ont un impact profond sur l'accès et les résultats de la planification familiale des jeunes minoritaires. L'accès limite à une éducation à des soins respectueux, affirmatifs et compétents a un impact profond sur sur les connaissances, pardon, en matière de corps et de santé des jeunes et leur autonomie corporelle et reproductive. Les pères et les amis, les partenaires intimes, les personnels et les prestataires de santé influence de manière significative l'accès et les résultats de la planification familiale. Donc, c'est très important qu'on travaille avec la minorité et la jeunesse, minorité sexuelle et de genre, qu'on puisse avoir leur attention. Nous avons appris aussi l'accès limité de l'éducation et des soins. Comme vous vous imaginez, cela impacte leur corps et leur autonomie reproductive. Il y a aussi des opportunités de pouvoir apprendre plus sur eux, leur corps et leur autonomie sexuelle, reproductive et sexuelle. Il faut aussi des ressources financières pour pouvoir accéder aux soins. Et puisqu'ils ont des opportunités limitées à recevoir à, à pouvoir travailler pour avoir des revenus. Aussi, l'influence des pères, des amis, la violence sexuelle qu'ils peuvent, ou la violence tout court qu'ils peuvent expérimenter à la maison ou à l'école, et de réduire les stigmatisations, que ce soit avec d'autres membres de la famille. Et aussi, travailler pour pouvoir soutenir une éducation sexuelle intégrale dans les écoles. Suivante, s'il vous plaît. Et d'autres aperçus, et je voudrais vous en parler, c'est l'inclusion de, du fait qu'il faut qu'on soit beaucoup plus intentionnel dans la compréhension des jeunes et des différentes identités. C'est important qu'ils puissent s'identifier, s'auto-identifier à travers les sondages et d'autres matériels que nous avons développés. C'est important aussi que la terminologie varie selon le public, l'objectif et le contexte, même dans la même communauté. Les minorités de genre sexuel peuvent utiliser peut-être d'autres termes dans la communauté et parfois c'est une stratégie de protection. Suivante, s'il vous plaît. Maintenant, j'aimerais passer le reste du temps en parlant de nos actions prioritaires que nous avons développées grâce à ces aperçus. Tout d'abord, c'est important que les metteurs en œuvre collaborent avec les organisations dirigées, et ça partout dans le monde. Il y a partout dans le monde des minorités de genre et sexuel et des organisations qui veulent soutenir ces communautés.
Et donc, c'est important dès le début d'identifier ces communautés, ces organisations et de pouvoir soutenir et collaborer avec celles-ci pendant tout au long de la conception, la mise en œuvre et l'évaluation du programme. Ensuite, donner la priorité au bien-être et la sûreté et la sécurité en partenariat avec les organisations dirigées au service des minorités sexuelles et de genre et les jeunes. Il faut qu'on puisse avoir des examens de risque et qu'on fasse un partenariat avec différentes organisations de jeunesse et ces analyses, puisqu'il faut qu'ils nous donnent la perception de risque dans chaque communauté, que ce soit à travers des politiques, qu'on puisse s'attaquer par exemple aux stigmatisations, entre autres. C'est important aussi de recevoir et inclure tous les changements possibles dans ce contexte. Ces différentes analyses vont nous aider dans les analyses dans la totalité. Il y a des excellents outils pour pouvoir effectuer des analyses et des examinations dans tout le genre de service. Cela va nous aider à mieux comprendre l'environnement dans lequel nous sommes en train de travailler, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est toujours possible de faire quelque chose, mais la question est comment le faire. Dans quelques contextes, c'est important d'être un peu plus ouvert avec nos efforts et dans d'autres contextes, on va devoir le faire un peu plus couvert et plutôt avec des organisations pour pouvoir soutenir, mais surtout pouvoir respecter la sécurité. Ensuite, je vais souligner quelques actions que nous avons effectuées. C'est très important que pendant qu'on développe différentes activités et matériaux, qu'on intègre les diversités SOGESC et aussi les différentes expériences qui sont en lien de la planification familiale et la santé génésique et sexuelle. Il faut qu'on puisse reconnaître que c'est des jeunes qui sont en train d'apprendre sur eux-mêmes et qui grandissent et changent tous les jours. Je vais parler de ma propre expérience en tant que personne queer et non binaire. Je n'ai pas commencé comme ça parce que je ne savais pas que c'était possible. Et puis, quand j'ai grandi et vu des modèles, je me suis mieux compris. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de pouvoir apprendre plus sur moi, mais aussi d'avoir un environnement beaucoup plus important et qui soutient. Stigmatisation, la violence, la discrimination, le préjudice, ce sont des choses que nous devons naviguer tous les jours et personne, pas une seule personne jeune, ne devrait naviguer sur ce genre de thème. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi la communauté pour pouvoir les sensibiliser, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est le bien-être et la santé des jeunes et comment on peut les soutenir. Vous allez voir différents exemples de comment nous avons fait partenariat avec des leaders dans différentes fois et comment on peut améliorer et ouvrir les cœurs et les mentalités dans les communautés. Ce sont des pays qui se trouvent dans l'Afrique de l'Est. Donc, vous voyez, c'est possible, mais c'est parfois quelque chose qui va prendre du temps et c'est des efforts qu'il faut effectuer. Aussi, d'avoir, euh, bien sûr, plus d'implication avec les minorités. Il faut aussi que ce soit important de créer des opportunités qui vont permettre à ces jeunes d'être eux-mêmes dans des endroits où ils ne se sentent pas. Il y a tellement de défis que les minorités affrontent tous les jours. Et ils méritent d'avoir de la joie. À travers nos programmes, nous pouvons créer ces espaces sûrs pour que les jeunes puissent apprendre plus sur eux, qu'ils puissent apprendre des nouvelles ressources, qu'ils puissent effectuer le développement. C'est quelque chose qui est important et que nous pouvons offrir. Je vais m'arrêter là. Je sais que je n'ai pas parlé de toutes les actions, mais c'est juste un début. Je veux que vous lisiez ce document, que vous puissiez le partager avec vos collègues et que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous pensez qui pourrait soutenir notre travail dans un avenir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à ma collègue de Agency for All, Amanda Farr. Merci beaucoup, Danette. Merci beaucoup.
C'est juste pour vous rappeler que ce panel va être ouvert. Nous avons une fonction questions-réponses et ce icône va vous permettre de rédiger les questions que vous avez. Et pendant que vous êtes en train de rédiger vos questions, je voudrais remercier nos présentateurs et l'équipe pour qu'ils sachent que le travail qu'ils font est très important. Le but étant de se rappeler du travail intensif. Nous savons que l'inclusion ne se produit pas juste comme ça. Il faut qu'on puisse augmenter la sécurité d'abord des participants pour la recherche et pour le genre et la programmation. Et Danette l'a dit, ça va dépendre de tous pour que ceci soit possible. Je veux commencer en demandant à nos panels de réfléchir aux recommandations de comment vous et vos programmes peuvent commencer, et comment ils peuvent commencer à être beaucoup plus inclusifs pour les minorités sexuelles et de genre, cette diversité. Est-ce que nous pouvons commencer avec vous, Sonal? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de votre question. Oui, Amanda, pour commencer, c'est très important de regarder de façon active et de consulter avec la communauté. Il y a des programmes qui sont en train de le faire, qui l'ont fait pendant et après. Je pense que comme auparavant, c'est très important d'avoir une politique en place qui va protéger tous les individus qui vont s'engager avec vous dans ce programme. Parce que on existe, mais c'est important d'avoir un endroit sûr. Et comme ça, si nous avons des problèmes dans le processus, tout est pris en compte. C'est important aussi de faire des formations continues. C'est très important non seulement de créer de l'orientation, mais des formations même pour les effectifs. Et c'est important d'être aussi à jour pendant le processus. Voilà. Merci beaucoup, Sonal. Merci beaucoup de votre réponse. Nous avons des questions dans la boîte de discussion, dans la boîte de questions-réponses, pardon. Est-ce que les organisations ici ou d'autres organisations, le travail que vous êtes en train d'effectuer, ont-ils parlé des différentes minorités? Est-ce que quelqu'un peut partager? Et comment vous avez fait pour trouver vraiment les objectifs pour ces populations? Danette, est-ce que vous voulez répondre? Oui, bonjour Amanda, c'est un plaisir de répondre à cette question. Dans les organisations que nous avons apprises dans notre activité, oui, en effet, c'est critique d'avoir des plans de sauvegarde et c'est important de pouvoir former vos effectifs pour qu'ils sachent quels sont les plans. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de changements dans la législation qui vont avoir des impacts importants pour les minorités sexuelles et de genre. Donc, avoir ces plans en place permet à une organisation au programme ou commencer pendant que ces changements s'effectuent dans le contexte. J'aimerais aussi dire que quand il y a ces changements,
Il faut aussi qu'on puisse apprendre et savoir quelles sont les expériences sur le terrain et qu'est-ce qui doit être fait comme des actions de suivi. Je vais m'arrêter là et je vais demander à d'autres panélistes de répondre sur leur propre expérience. Je ne sais pas si Sonal, vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou Innocent? Oui, 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 vous avez parlé de moi, n'est-ce pas? Oui. Je ne peux pas ouvrir ma vidéo parce que c'est le, le- voilà, le responsable qui devait me donner l'autorisation. Oui, j'ai quelques recommandations. Il faut parler de l'importance de la protection et c'est surtout de renforcer ce que ma collègue Danette a mentionné. Je crois qu'historiquement, il y a une amélioration de comment on travaille avec organisations partenaires. Il faut aussi augmenter un peu le financement, mais il y a eu moins d'efforts dans le terme de protection. Et parce que ces groupes ont été soutenus pour mettre en œuvre ce projet, surtout les jeunes. Et je pense qu'il faut augmenter donc la protection pour le groupe. J'ai quelques recommandations pour les voies de protection. Tout d'abord, j'aimerais encourager les agences internationales, surtout les organisations membres, elles sont plus protectives, en tout cas en Tanzanie. L'année dernière, on a eu un exemple. Il y a eu un grand mouvement, des mouvements anti-droit, et quand ils sont venus interroger des collègues, il n'y avait qu'une seule personne technique de l'OMS que dans l'interrogation a dit que ce qu'ils sont en train de faire était basé sur données probantes. Et s'il y avait plus de personnes qui l'avaient dit, on aurait eu moins de révision du gouvernement. Donc il faut que les membres soient là quand les choses sont en train de se produire et qu'ils soient beaucoup plus vocales. Donc voilà. Ensuite, et ceux qui travaillent ici dans par exemple, l'organisation avec les jeunes, comment on peut faire des partenariats avec des professionnels seniors qui travaillent sur le terrain. Essayer de trouver des voies pour travailler ensemble et avoir ces résultats. Parfois, on est un peu séparés, on travaille en silo. Comment faire pour influencer et créer un environnement de coopération et peut-être créer donc cette capacité de leadership dans des activistes minoritaires. Et quand on crée, on renforce leurs capacités, on améliore euh, au- leur auto-estime de soi, leurs estimes de soi. Et on peut engager un peu plus les minorités sexuelles et de genre. Et on peut les impliquer de façon significative. En tout cas, ce sont les résultats que nous avons vus, par exemple, dans l'initiative Young and Alive en Tanzanie. Nous avons vu que les parents peuvent parler dans le forum. Ils sont en train de parler de aussi, la minorité est en train de parler de leurs besoins, de ce qui est en train de les influencer et ses préoccupations.
On leur a demandé aussi donc de parler et d'être d'être vocal quand les choses se produisent. Oui, nous avons vu ici différents commentaires, différentes questions. Nous avons aussi différentes questions dans dans la boîte de questions-réponses. La sécurité, la protection institutionnelle, non seulement pour les participants de ce programme. Et je pense que c'est un point très important pour identifier les minorités sexuelles et de genre. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. C'est important d'avoir des politiques de protection et c'est très important de pouvoir protéger les communautés LGBT, pardon, et aussi comment on peut gérer, par exemple, pour tout ce qui serait abus ou de harcèlement pour les individus transgenres. Mais non seulement ça, mais qu'est-ce qui se passe quand nous avons un client et quelle est l'interaction? L'interaction peut être faite de façon abusive. Il faut regarder et savoir ce système. Un autre point que nous avons vu dans notre recherche, c'est aussi la partie administrative. Par exemple, les organisations qui travaillent avec ces communautés dans des situations spécifiques, il y a par exemple des violences, des attaques qui peuvent se produire contre ces organisations. Donc, avant de commencer, il faut faire une analyse des risques. Et aussi, pour les données, comment nous allons protéger les données des individus. C'est excellent. Merci beaucoup. Danette, nous avions une question aussi. Et comment impliquons-nous les minorités, les groupes, les personnes transgenres? Comment on peut atteindre ces populations quand elles ne sont peut-être pas encore visibles? Donc oui, c'est une excellente question. Et c'est pour ça que c'est si important de développer des programmes, des matériaux qui les incluent. Parce qu'en étant inclusif, cela crée cette ouverture pour ces personnes. Cela leur permet de voir qu'il y a d'autres personnes, d'être un individu et qu'il y a d'autres identités, il y a d'autres orientations sexuelles. Et donc, les personnes, elles apprennent sur eux-mêmes et ils ont aussi des modèles d'autres personnes qui ont peut-être un alignement beaucoup plus proche à ce qu'ils se sentent comme personnes. Nous ne sommes pas ici pour personne. Nous avons donc ces différents comportements qui se produisent ailleurs. Et c'est important et ça devrait faire partie de la sécurité, donc de savoir comment on peut être le plus inclusif possible pour créer un espace sûr et que l'utilisation, avec le temps, ils puissent se libérer, savoir qu'ils sont dans un espace beaucoup plus sûr. Bien sûr qu'aucun espace sûr peut être garanti. Et Sonal, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour votre expérience, n'hésitez pas à rajouter. Oui, donc pour ajouter dans le point de Danette, personnellement, je crois que nos personnes n'appartiennent pas au placard. Les personnes restent là parfois pour rester en toute sécurité et donc il faut s'assurer
Comment nous sommes en train de créer cet espace sûr pour ces personnes qui sont encore dans le placard. Il y a une façon de créer plus d'espace sûr pour que les personnes qui sont dans le placard se sentent mieux. Ils veulent juste de la sécurité, qu'on puisse parler de leurs besoins. Et ça dépend aussi de nous, de comment on est en train de se comporter avec les personnes, comment on est en train de planifier des messages. Parfois, on a donc des problèmes sur, par exemple, la planification familiale, des problèmes de la santé reproductive. Quel est le langage qu'on est en train d'utiliser? Je crois que c'est quelque chose de difficile, mais il faut reconnaître quelle est notre responsabilité de créer des espaces sûrs pour tout le monde. Et aussi parler de la planification familiale en comprenant les euh, donc droits de l'homme. Il faudrait qu'on se focalise sur des messages sur l'approche des droits de l'homme pour que tout le monde se sente sûr et qu'il puisse se sentir sûr. Et ce serait peut-être une meilleure façon de pouvoir atteindre ces personnes qui sont encore dans le placard et les impliquer pour qu'ils puissent être là. Sonal, il ne nous reste qu'une minute et donc je vais vous demander, Sonal, de pouvoir résumer ce panel. Nous voulons voir que cela progresse. Et donc, comment on peut mesurer et s'assurer que hum, nous avons du succès? Je vais répondre. Et donc, pour savoir comment on peut faire confiance à quelqu'un, comment je peux m'assurer que ces communautés ont confiance en moi, qu'il y ait cette confiance. C'est les politiques, c'est l'espace que je suis en train de créer. Et c'est quelque chose que je dois dire à des organisations. Vous ne pouvez pas vous attendre que les communautés viennent dans des communautés et s'ouvrent. Comment on sait si quelque chose a eu du succès? Donc, on peut le faire de façon quantitative, donc il y a plus de personnes qui viennent dans le centre, mais qualitative, ce serait aussi de dire, je me sens en toute sécurité ici. Je peux dire plus de mes secrets parce que je me sens confortable. Oui, donc voilà, c'est en quelques mots, juste pour effectuer un résumé. Merci beaucoup à notre panel. C'était une excellente conversation. Je sais qu'il y a beaucoup plus de questions dans la boîte de discussion, mais euh, l'information de contact de nos présentateurs vont être partagées avec plus de ressources. Si vous voulez avoir plus de connexions, s'il vous plaît, contactez-nous. Merci beaucoup à notre panéliste, notre modérateur. Merci beaucoup. Excellentes questions de tous les participants. Je vais passer la parole à Annette qui va parler d'un événement et ensuite les propos de clôture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brooke. Merci beaucoup à tous nos présentateurs.
Je suis très heureuse de présenter, d'annoncer que nous voudrions avoir un engagement de suivi sur notre brief technique. Nous allons faire des ateliers en juillet. Nous sommes en train de promouvoir cet atelier. Nous voulons que vous soumettiez ce formulaire. J'ai mis le lien dans la boîte de discussion et donc, s'il vous plaît, sachez que vous allez recevoir un email de suivi avec l'enregistrement, les diapositives et d'autres. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager tout ça avec d'autres collègues qui ne sont pas dans cet appel et qui pourraient bénéficier de ces informations suivantes, s'il vous plaît. Et finalement, juste pour clôturer, et honnêtement, je pense qu'on pourrait ouvrir, pardon, faire la clôture avec les mots de Sonal parce qu'ils étaient excellents. Mais c'est un effort collectif et c'est important de pouvoir maintenir ces opportunités, ces droits pour les minorités sexuelles et de gens dans le monde. Nous devons tous être beaucoup plus inclusifs pour toute la diversité dans la totalité. Donc, si on revient vers les réflexions de groupe que nous sommes tous en train d'avoir, l'acceptation et l'inclusion commencent à la maison, commencent là où on est né, où on vit, où on joue, où on apprend. Vous connaissez, vous comprenez mieux. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir des personnes qui sont des activistes pour l'inclusion. Et si vous pensez que ce n'est pas bien et que ce n'est pas respectueux de valoriser cette personne. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on dit il faut qu'on soit tous ensemble. Ce n'est pas que nos programmes, mais c'est comment nous vivons nos vies en respectant les personnes d'autres diversités. Cette politique va nous aider à souligner la façon dont nous pouvons avoir cette approche de comprendre que toutes les personnes diverses sont importantes, sont nécessaires pour que nous on puisse transformer nos sociétés pour du mieux. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup de vos questions importantes et merci beaucoup. Nous voulons continuer de faire ce genre de travail avec vous. Vous allez voir un sondage qui apparaît dans votre écran et nous allons vous demander, s'il vous plaît, de remplir ce formulaire, ce sondage avant de partir pour nous dire quelle a été l'expérience dans votre webinaire et qu'on puisse utiliser cette expérience dans un avenir proche. Merci beaucoup à tous. C'était un plaisir de pouvoir vous ramener ce webinaire et d'être avec vous ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup et Happy Pride.